Bienvenue donc à ce troisième atelier du réseau des référents tourisme durable en Occitanie, fait avec aussi tous nos partenaires. Donc effectivement, troisième atelier consacré aujourd'hui aux mobilités durables. Alors je voudrais excuser ma collègue Anaïs Saint-Aubin qui est absente en maladie et que je remplace au pied levé. Mais vous allez voir, je suis très bien accompagnée aujourd'hui. Je vais présenter les différents participants. Juste un petit rappel sur donc ces ateliers. Le prochain, le 15 juin, vous avez été nombreux à poser la question. Celui du 15 juin sur les aides est supprimé. On va voir si on peut le reporter, mais pour l'instant, notez bien qu'il est supprimé. Et donc, on se retrouvera le 13 juillet pour l'atelier sur la qualité de vie au travail. Euh, Pardon. Voilà. Donc cet atelier, je rappelle, est enregistré. Vous aurez donc accès au replay quand j'enverrai le compte rendu. Et vous le savez, il est mis en ligne. Donc au sommaire aujourd'hui, donc on a un atelier qui va se dérouler en 3 temps, avec d'abord l'intervention de Michael Leralic du cabinet Linéa, le cabinet qui nous accompagne, vous le savez, sur l'ensemble de ces ateliers, qui nous parlera un petit peu de l'impact des mobilités sur les émissions de gaz à effet de serre, qui nous rappellera aussi un petit peu le contexte de la loi LOM et où on en est aujourd'hui. Ensuite, on aura les interventions de Estelle Grimbetière et de Clara François de l'ADEME, qui nous parleront des impacts de la mobilité sur le secteur du tourisme. Vous savez que l'ADEME a été un très gros contributeur sur les études qu'on a pu mener, notamment en Occitanie, et qui nous parleront également du programme Développer le vélotourisme. Ensuite, donc Jean Pinard, notre directeur au Comité régional du tourisme et des loisirs, nous parlera de mobilité, le voyage en Occitanie et également, vous l'attendez tous, de l'appel à manifestation d'intérêt, l'AMI, sur les mobilités touristiques durables, voilà, qui est lancé depuis hier et dont vous allez recevoir des informations dans la journée. Voilà, je ne suis pas plus longue pour l'introduction. Simplement, donc, comme d'habitude, vous avez le petit chat discuter ou converser. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous invite à être très clair dans vos questions, puisqu'en fait, on va y répondre seulement à la fin. Donc, voilà, soyez clairs dans aussi à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît. Et puis, à la fin, donc, on prendra toutes les questions et on essaiera d'y répondre. Je laisse la parole à Michael et je vous souhaite un très bon atelier. Bonjour à tous, Michael Leralic de l'INEA Conseil. Comme évoqué précédemment dans la présentation du sommaire, je vais intervenir sur deux thématiques. Une première qui est en lien avec l'impact des mobilités sur les émissions des gaz à effet de serre. Et la deuxième thématique qu'on verra un petit peu plus tard sur la loi LOM. Voilà. Très rapidement, en lien avec les impacts des mobilités sur les émissions de gaz à effet de serre, j'ai souhaité introduire le propos en reprenant deux définitions qui peuvent parfois porter à confusion. J'ai voulu distinguer ce qu'on appelle aujourd'hui l'empreinte carbone, qu'on pourrait définir comme la quantité de gaz à effet de serre qui est émise par une demande finale intérieure du pays et que les services ou les biens soient consommés ou soient produits sur le territoire national ou importés. Et une deuxième définition qui est en lien avec le bilan carbone, qui est un diagnostic qui a été proposé par l'ADEME et qui prend en compte l'activité des particuliers entreprises. Mais à la différence de l'empreinte carbone, elle va regarder les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur les émissions directes et indirectes, mais sur le territoire. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent quand on regarde et quand on analyse les émissions de gaz à effet de serre, on a une distinction entre le bilan carbone et l'empreinte carbone. À titre d'information, sur la diapositive que je vous présente, on a, si on regarde le bilan carbone des Français, environ 7 tonnes de CO2 équivalent par an, alors que l'empreinte carbone, elle est sur 10-12 équivalents CO2 par an. Je vous présente également sur la droite de la slide un graphique. Alors, c'est vrai qu'il date un petit peu, mais je le trouve malgré tout intéressant, parce que si on regarde sur les ordonnées à gauche, qui présentent les données en orange, orange clair, orange foncé, et l'ordonnée à droite qui présente les données fléchées en bleu ou bleu clair, en fait, on arrive à voir les distinctions entre l'empreinte carbone et ce que nous, en France, on appelle bilan carbone, mais qui sont en fait au niveau mondial les émissions de CO2 sur les territoires par personne. D'accord? On regarde à titre d'exemple
Et les États-Unis, on a une empreinte carbone qui est très élevée par personne. Et sur les émissions par territoire, on a une courbe, donc le bâton un petit peu plus clair, qui est plus bas. Ça veut dire que globalement, si on fait un court résumé, on a des émissions qui sont produites sur le territoire qui sont plus basses en fait que la consommation globale due à une importation de biens, de produits ou de services. À l'inverse, si on regarde plutôt sur la droite du graphique, on a des pays comme la Russie, l'Afrique du Sud ou la Chine qui, eux, émettent évidemment beaucoup de gaz à effet de serre, mais sur l'empreinte territoriale, elles sont un peu plus faibles puisqu'ils font énormément d'exportations. Et quand on parle d'empreinte carbone, on va déduire les exportations de la production de l'empreinte carbone en lien avec les données. Juste pour revenir là-dessus, on a fait un focus sur l'empreinte carbone en France. Et donc, on fait un lien direct avec l'impact de la mobilité. Si on regarde ce qui se fait aujourd'hui, je vous présente deux graphiques qui donnent à peu près les mêmes résultats, où on voit que dans la grande majorité, c'est le transport qui émet le plus de gaz à effet de serre au niveau du territoire français. On voit ça, en suivant qu'on a l'alimentation, les services publics, le logement, les biens divers, la finance et le numérique. Sur le graphique de droite, on a à peu près les mêmes données et qui correspondent à environ 10,1 tonnes de CO2 produits par an et par habitant. Donc, on voit l'impact du transport sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est le plus gros producteur de gaz à effet de serre. Si on fait un focus, puisque on voit très bien que le transport présente comme un émetteur important de gaz à effet de serre, la quantité de produits varie selon le type de transport. La voiture aujourd'hui reste encore la mobilité qui émet le plus de gaz à effet de serre. On retrouve derrière le transport de marchandises, le transport aérien, le train, le bus, le transport fluvial et pour finir la moto. Alors, on n'a pas forcément, dans un premier temps, évoqué les mobilités douces, mais on pourrait y revenir en suivant. En lien avec ces données, j'ai fait le choix aussi de vous présenter quelques éléments par type de transport. Si on reprend le premier, qui est l'avion, c'est le mode de transport le plus polluant en France. En France, 15% des émissions de CO2 sont liées aux avions, ce qui le place bien évidemment, comme on l'a vu précédemment, derrière le transport routier qui globalise 80% des trajets selon l'étude menée par l'ADEME, mais au niveau mondial, il représente qu'à peu près 2% des émissions mondiales de carbone. Cependant, il y a une donnée qui est très importante à prendre en considération, c'est que si on voit, lorsqu'on prend l'avion, un vol domestique, on peut émettre jusqu'à 145 grammes de CO2 par kilomètre et par passager, et c'est plus polluant qu'un vol long courrier qui rejette environ 118 grammes de CO2 par kilomètre et par passager. En comparaison sur le même type de trajet, on a un TGV qui va produire 3,2 grammes de CO2 par kilomètre. On a les trains grandes lignes qui vont produire 10,8 grammes de CO2 par kilomètre et par passager. L'autocar, 85,5. Et comme nous l'avons vu, les avions sur les vols navettes, vols intérieurs, on va être à 145 grammes de CO2. Donc c'est en ça qu'on dit que l'avion reste quand même le moyen de transport le plus polluant en France. Si on fait un focus sur la voiture, on s'est souvent posé la question, et c'est une question qui est tout à fait d'actualité encore, quid de la motorisation électrique par rapport au thermique? En termes d'éléments de contexte, ce qu'il est important de prendre en considération, c'est que sur les deux types de véhicules, on utilise une batterie. Même sur une voiture thermique, il y a une batterie qui fait fonctionner la voiture pour lever les vitres, pour faire marcher les essuie-glaces, pour allumer la clim, ainsi de suite. Donc, quoi qu'il en soit, on a une production de batterie qui est là. Maintenant, il est évident que sur les voitures électriques, on a une batterie qu'on va appeler une batterie de traction, qui est un supplément de la batterie qu'on utilise sur les véhicules classiques. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une stigmatisation qui est faite en lien avec cette production de batterie. Et donc, c'est pour ça que je tenais à vous montrer ce graphique qui donne quelques éléments d'information qui me paraissent assez pertinents. En termes de lecture, vous avez les deux bâtons de droite qui vous disent aujourd'hui la consommation, donc les émissions de gaz à effet de serre produites par une voiture thermique, qu'elle soit à essence, donc c'est le premier bâton qui est le plus à gauche, au diesel, qui est le second bâton. Et ces différences de couleurs qu'on peut trouver, c'est que sur le vert clair, c'est les émissions qui sont liées directement à la conduite, donc la production et l'utilisation de carburant ou d'électricité. Le vert foncé, qui est la production du véhicule lui-même, et le gris est la production de la batterie, alors uniquement prise en compte dans cette étude, la batterie de traction.
d'accord, et non pas la batterie de fonctionnement du système électrique de la voiture. Et on voit que dans tous les systèmes, dans toutes les configurations sur les pays européens, malgré tout, la voiture électrique reste un véhicule qui pollue beaucoup moins et qui émet beaucoup moins de CO2 que la voiture thermique. En plus, par rapport à cette étude, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à lire, mais vous avez un petit trait orange qu'on retrouve sur chacun des bâtons du graphique qui montre une projection sur 2030 des émissions de CO2 par type de consommation de véhicules. Et on se rend compte qu'en fait, par rapport à la France, sur 2030, la consommation, enfin l'émission, excusez-moi, de gaz à effet de serre sera très diminuée par rapport à la production de la batterie elle-même et par rapport au mode de conduite. Donc ça reste aujourd'hui, malgré toutes les discussions et tous les débats qu'on peut avoir autour de la voiture électrique, un mode de véhicule qui va être beaucoup moins polluant et beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique. On a souhaité aussi, et ça on le reverra au fur et à mesure du document, puisqu'il y aura principalement par la présentation de M. Pinard du CRTL, une grande trame qui sera donnée sur le train, on a voulu mettre en évidence quelques données. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle de mobilité, et la région est très engagée sur le train, je pense que vous savez tout aussi bien que moi, le train affiche un bilan carbone le moins élevé par rapport aux autres transports classiques, voitures, avions, ainsi de suite. Pour quelles raisons? Principalement la mixité énergétique. Donc le transport ferroviaire a choisi la priorité et c'est se lancer dès que possible. Si on reprend une étude de la SNCF, le train émet en moyenne 6,3 grammes de CO2 par kilomètre et par voyageur, ce qui en fait de lui le moyen de transport le plus propre par rapport au transport routier aérien. Et parmi le train, les différents types de trains, excusez-moi, le TGV sort très clairement du lot. Il s'impose comme le transport le moins polluant avec 1,9 g de CO2 par kilomètre. Si on regarde ce qui est fait sur les autres types de trains, le Transilien et le RER arrive derrière le TGV et génère en moyenne 4,5 g de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru par personne. Et le TER produit quant à lui 26,5 g de CO2 par kilomètre et par personne. On a fait un focus sur une étude de l'ADEME qui regardait un petit peu les trajets au quotidien, environ de 5 km, soit si on le fait sur une année, 1825 km parcourus. Si on prend le train, donc sur tout ce trajet du quotidien, on est à 4,4 kg de CO2 en TGV, 5,84 g de CO2, kg de CO2 pardon, en tramway, 6,6 kg de CO2 en métro, en Transilien, etc. Donc, sur les trajets courts, le train, et particulièrement le TGV, est le transport le moins polluant. Et si on regarde les trajets les plus longs, donc trajets 50 km, on va voir que là encore, le train par rapport à la voiture et à l'avion est le moyen de transport le moins polluant. Ah, On a voulu... Oui, non, c'est moi, c'est mon téléphone. Je mets la machine en veille. pardon. Excusez-moi, Non, pas de souci. perturbation. On a voulu aussi regarder l'impact du vélo sur l'environnement. Donc, le vélo, ce qu'il faut retenir, et la principale information, c'est que ça ne nécessite aucun carburant. Donc, de fait, il n'y a pas de rejet de gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et l'ADEME le présentera un petit peu plus tard dans la présentation, le vélo est aussi quelque chose, alors évidemment plutôt dans les zones urbaines, qui est très largement à développer. Pour quelle raison? Puisqu'il est bien moins polluant, pas moins polluant, mais carrément pas polluant par rapport aux autres véhicules. Mais en plus, il a d'autres atouts. C'est un moyen de transport qui est ergonomique, c'est-à-dire qu'il prend très peu de place dans les espaces publics. Et le vélo cause moins de dégâts sur la route par rapport aux automobiles. Et de plus, il ne produit aucune nuisance sonore. D'accord par rapport à tout ça. Donc là, l'objectif, c'était de présenter un petit peu les différents modes de transport les plus utilisés et voir quels impacts ils avaient sur les émissions de gaz à effet de serre. Tout cela, on va le retrouver en fait dans la suite de la présentation. On sera beaucoup plus détaillé et beaucoup plus en lien avec les mobilités touristiques, en particulier sur la présentation de l'ADEME et sur la présentation du CRTL. Et moi, sur le deuxième temps, comme je vous l'ai évoqué précédemment, il me semblait intéressant de vous présenter la loi LOM, donc loi d'orientation des mobilités. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une loi donc, qui date de décembre 2014, qui vise à améliorer la mobilité pour tous et dans tous les territoires, notamment avec la partie gouvernance, c'est-à-dire qui va s'occuper de la mobilité sur le territoire. Alors, on a souvent parlé, et c'est le lien avec cette loi, du couple
région, intercommunalité pour apporter davantage de solutions dans les territoires et en particulier dans les périphéries et les territoires ruraux. Ce que nous dit dans les grandes lignes cette loi LOM, dans les principaux objectifs, c'est renforcer l'action des autorités organisatrices de la mobilité, donc en élargissant leurs compétences et leur rôle, créer un dialogue systématique avec les habitants, usagers et employeurs, au travers d'un comité de partenaires au niveau de chaque AOM en région, développer davantage de stratégies de mobilité pour améliorer l'offre de mobilité à cette échelle et la signature d'un contrat opérationnel de mobilité. Et dernier point qui me paraît aussi très important, lever localement les freins à la mobilité des publics vulnérables, en particulier les demandeurs d'emploi. La loi LOM, elle prévoyait de doter au plus tard, au 1er juillet 2021, tous les territoires d'un AMO local. Donc un AMO, c'est une autorité organisatrice de mobilité. Elle élargit les compétences de l'AMO à la mobilité active, partagée, solidaire, et consacre leurs compétences d'organisation de services réguliers ou à la demande de transport public des personnes et de transport scolaire. Donc, afin de couvrir l'intégralité du territoire, l'AMO apporte des solutions adaptées sur les territoires peu denses, transport à la demande, covoiturage, vélo, mobilité solidaire. Et donc, la loi LOM a appelé les comités de communes et aussi les régions à se positionner par rapport à ces compétences d'autorité organisatrice de la mobilité. Si on fait un constat, aujourd'hui, au 1er juillet 2021, 53% des comités de communes ont fait le choix de prendre la compétence et d'être AMO local sur le ressort territorial. 47% des communautés de communes n'ont pas pris la compétence et de fait, c'est la région qui est devenue AMO local sur le territoire de la communauté de communes. Et 6% de comités de communes étaient déjà AOM sur le 1er janvier, soit 56%, 58 communautés de communes. Je vous le présente sous forme de schéma. Donc, il y a une carte qui met en vert clair les communautés de communes qui sont AOM depuis le 1er juillet 2022. En vert foncé, c'est la communauté de communes au sein d'un syndicat. Et en jaune, c'est la région qui a pris la compétence. On retrouve des couleurs bleues où c'est des AOM qui existaient avant la loi du 1er janvier 2021. Si on regarde au niveau national, on peut voir que la France, elle est à peu près découpée en deux parties. On voit qu'au nord, c'est plutôt les communautés de communes qui ont pris cette compétence d'AOM, alors qu'au sud, c'est plutôt la région qui a pris la compétence. Si on fait un focus, évidemment, région par région, on a la Guadeloupe, où 100% des communautés de communes ont pris la compétence, alors qu'à l'inverse, la Guyane, c'est la région qui a pris la compétence AOM. Et on voit qu'aussi l'Occitanie, et ça je ferai une projection juste derrière sur la région, est très aussi enclin à ce que ce soit la région qui prenne la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité. Donc on a l'AOM en Occitanie, donc en jaune, c'est la région qui a la compétence, en vert, les comités de communes, et en bleu, c'est les AOM qui étaient existantes au 1er juillet 2021. Alors très rapidement, on voit qu'on est majoritairement sur du jaune et que le bleu, donc c'était des AOM qui étaient déjà existantes, sont plutôt orientés sur les grandes villes et les métropoles de la région Occitanie. En complément, le ministère qui a porté cette loi a décidé de mettre en place une communauté ouverte à tous les acteurs de la mobilité. Ils ont appelé ça France Mobilité. Donc l'objectif, c'est de compléter la loi d'orientation des mobilités et de promouvoir l'innovation française. Elle se décline, donc cette France Mobilité, sur 3 niveaux. On a un premier niveau où en fait vous pouvez participer et être membre de la communauté. Donc c'est sans demande préalable, vous utilisez un logo, vous dire voilà, moi j'essaye de travailler sur les mobilités sur mon territoire. Alors c'est à destination, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, mais l'ensemble de France Mobilité, c'est à destination aussi bien des institutions publiques que des entreprises privées. L'objectif en fait, c'est mettre en valeur toutes les bonnes pratiques et les innovations qui sont faites par rapport à la mobilité. Donc, sur le premier, la membre de la communauté, tout le monde peut y avoir accès. Il faut juste s'engager dans une démarche d'innovation mobilité. La deuxième déclinaison, qui est partenaire de France Mobilité, elle est réservée aux acteurs de la mobilité bénéficiant d'un soutien organisationnel, logistique ou financier dans le cadre d'outils développés par l'État pour la marque, sous réserve de respect des valeurs de la marque. Et la troisième déclinaison, c'est labellisé par France Mobilité, où là, on est vraiment dans le cadre d'initiatives innovantes qui sont approuvées par l'État et qui permettent d'autoriser l'utilisation de la bannière.
Et on a aussi tout ce qui est un apport en soutien aux organisations financières, aux marques et aux objectifs poursuivis par la marque. Voilà pour ma partie introductive. Je passe la main à l'ADEME par rapport aux impacts de la mobilité pour le secteur du tourisme. Oui, merci Michael. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, moi, je vais faire la partie sur les impacts de la mobilité sur le secteur du tourisme. Je peux passer la slide suivante. Michael, tu peux passer la slide suivante? Alors, sinon... Alors, j'y suis, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas à la suivante. Ah. Excusez-moi. Parfait. Mais, merci. Donc, les impacts de la mobilité donc pour le secteur du tourisme, hein, nous, on fait bien un focus là-dessus. Donc, on commence par s'intéresser au niveau mondial. Donc, le tourisme mondial, il faut savoir qu'il a un impact significatif sur le changement climatique. Donc, le tourisme mondial, il représente environ 5% des émissions planétaires de gaz à effet de serre donc, en 2016. Donc, cela, ça prend en compte à la fois les émissions directement associées aux mobilités touristiques, mais aussi celles qui sont liées aux biens et services consommés par les voyageurs. On parle par exemple de tout ce qui touche à la restauration, tout ce qui touche à l'hôtellerie, aux achats divers qui peuvent être faits. Donc, en termes d'impact climatique, les émissions mondiales liées aux mobilités touristiques, elles représentent environ 1700 millions de tonnes de CO2, donc 24%, vous pouvez le voir sur le graphique. Donc, cela, ça prend en compte que les émissions dues au transport aller-retour des touristes pour se rendre du coup sur leur lieu de séjour. Il était aussi important pour nous de faire un focus sur le fait que l'avion et la voiture, on peut voir qu'ils sont responsables de la quasi-totalité, on parle de 95%, des émissions liées aux mobilités touristiques. Voilà, vous avez le graphique aussi juste à droite. On peut passer à la slide suivante. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Pas de souci. Parfait, merci. Donc, après avoir vu du coup au niveau national, au niveau mondial, maintenant on s'intéresse au niveau national. Donc, on fait un focus sur le bilan de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France. Donc, le secteur du tourisme en France, il émet, on le voit, 118 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça, c'était par rapport à une source de 2018. Hein, vous avez les sources juste en dessous. Donc, ces émissions proviennent, on peut le voir, aux 3/4 de la mobilité touristique, avec le transport aérien qui représente à lui seul 40%. Pour la question qui touche aux hébergements, aux achats, à la restauration, on peut voir quand même que ça représente 20%, donc soit un quart, ce qui reste quand même significatif. Donc, le secteur du tourisme, on peut dire qu'il est ainsi à l'origine de 11% de l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre en France pour 7,4% du PIB. Donc, le secteur du tourisme, il est amené vraiment à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone, donc avec un objectif d'atteindre la neutralité carbone du territoire en 2050. Donc voilà, on est déjà 2050, ça arrive quand même assez rapidement. On peut mettre la slide suivante, parfait. Donc là, il est important pour nous de faire un focus sur les différents moyens de transport. Donc là, nous pouvons voir que le train est le moyen de déplacement qui émet le moins d'émissions. Donc en effet, on a le ferry, donc le plus polluant en premier. On a l'avion en deuxième, donc nous s'intéresse surtout à l'avion longue distance, et la voiture. Donc, tous ces modes de transport, ils ont une émission respective pour le ferry deux fois plus importante que le train TGV. Pour l'avion, c'est 50 fois plus important et pour la voiture, c'est 25 fois plus important. On peut passer à la slide d'après. Donc, après avoir fait une présentation au niveau mondial, ensuite au niveau national, là, nous faisons un focus donc, sur notre région, la région Occitanie. Donc, nous nous intéressons d'abord au profil des clientèles.
Donc, nous pouvons voir que nous avons un point important d'une clientèle française. 64% en tout. Donc, ça rejoint à la fois la clientèle française hors Occitanie à 40% et la clientèle locale à 24%. Donc, il faut aussi appuyer sur le fait que, voilà, on a une clientèle locale, 24%, c'est quand même très important. Et on a aussi un recrutement international, essentiellement correspondant à l'Europe proche, à 36%. Donc, de ce fait, de ce recrutement majoritairement de proximité, la distance moyenne pondérée parcourue par les touristes est de 2363 km. Vous avez le chiffre sur la slide. Et aussi, il faut faire un focus sur le fait que la route est le mode d'accès privilégié par les touristes à 92%. Ensuite, si nous nous intéressons au côté de l'externalité, les externalités environnementales et sociales s'élèvent à 3,6 milliards d'euros en 2018, avec un poids prépondérant des touristes français et européens. Donc là, nous allons nous intéresser à différents scénarios. Donc, si on s'intéresse au niveau, le niveau d'externalité atteindrait 5,8 milliards d'euros en 2030, soit une progression de 60% si nous suivons le scénario tendanciel. Donc, vous voyez sur les graphiques, juste en bas, c'est écrit. Cela se produirait sous l'effet en fait d'une progression exponentielle avec l'augmentation des touristes internationaux. Et si ensuite nous prenons plutôt le scénario exploratoire, avec un niveau d'externalité qui atteindrait les 3,1 milliards d'euros. Donc ça, ce scénario, il a été défini par le CRT d'Occitanie. Donc, en fait, ici, l'objectif, ça serait plus de favoriser une stratégie de croissance qualitative portée par le développement du tourisme, bien sûr, de proximité. On peut mettre la slide suivante. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Sinon, vous pouvez peut-être reprendre la main. Ah ben non, ça voilà. Donc là, on avait fait un focus sur les grandes recommandations pour développer le tourisme durable en France et en Occitanie. Donc bien sûr, poursuivre la mise en tourisme des transports collectifs interurbains et urbains, avec le développement bien sûr de l'intermodalité, train-vélo, mais aussi bus-vélo, avec la possibilité de mettre des racks à vélo derrière les bus. Organiser la connectivité des territoires avec les liaisons entre le centre-ville et les territoires alentours et avec le souci bien sûr du dernier kilomètre. Donc là, ça va être par exemple en continuant à développer des voies vertes, des pistes cyclables, etc. Bien sûr, développer les modes actifs, marche vélo, surtout quelque chose qui est d'actualité. Nous, par exemple, à l'ADEME, avec nos programmes à vélo 1, à vélo 2 et bientôt à vélo 3. Et enfin, poursuivre le développement déjà engagé du tourisme d'ultra-proximité. Voilà, on rappelle deux chiffres, 92% des touristes viennent par la route et 36% des nuitées sont étrangères, voire lointaines. Et enfin, on voulait faire un focus sur cette infographie. Donc, on le sait, la voiture et l'avion sont à l'origine de 3/4 des émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme en France. Voilà, cette infographie, c'est pour un peu dénoncer. Et si on voyageait autrement en Occitanie? Donc voilà, vous pouvez découvrir à travers cette infographie en un coup d'œil comment voyager de manière plus éco-responsable. Voilà, avec un focus bien sûr sur le développement de l'intermodalité, le fait de multiplier les modes de déplacement. Voilà, vous pouvez voir des vélos dans le train, vous pouvez voir se balader en vélo cargo, amener ses enfants par exemple à l'école en vélo cargo, les racks à vélo derrière les bus, voilà, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les aires de covoiturage, etc. Vous pouvez trouver cela sur notre librairie ADEME. Vous avez le lien. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue homologue Estelle. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous présenter le programme Développer le vélo-tourisme proposé par l'ADEME en partenariat avec Vélo et Territoire et ADN Tourisme. Ce programme s'inscrit dans la stratégie ADEME 2023-2025
et à la volonté d'accompagner le secteur du tourisme à se transformer en faveur de la transition écologique, notamment voilà, en faisant un focus sur la mobilité. Donc, voilà, on est sur d'autres aspects du tourisme, et là je vais vous présenter plutôt le volet mobilité qui est, comme on l'a vu, on vient de le voir, et c'est un levier important à actionner pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre en France et sur ce secteur-là. Je veux bien que tu reviennes juste avant. Je voulais préciser aussi que ce programme s'inscrit dans le plan de reconquête et de transformation du tourisme que Destination France, qui a été présenté par le Premier ministre en novembre 2021. L'objectif est vraiment de conforter la France comme première destination touristique durable mondiale, et aussi de faire de la France la première destination pour le tourisme à vélo d'ici 2030. Je veux bien que tu passes, merci beaucoup. Donc ce dispositif d'aide doit vraiment renforcer l'attractivité de votre territoire. Il vise à consolider au niveau national pour la France ses parts de marché au niveau du tourisme, de valoriser et de développer les atouts touristiques français, voilà, les spécialités régionales, le site touristique. Pardon Estelle, on t'entend assez mal, il faudrait peut-être que tu te rapproches du micro. Oui. Ok, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Est-ce que c'est mieux? Sinon, je mets un micro en plus. Voilà, on nous a signalé ça. Oui, ou parler un petit peu plus fort peut-être. Ok, merci. Merci. Et puis aussi, il vise à soutenir la montée en qualité de l'offre touristique. Voilà, c'est de développer une offre touristique de qualité plutôt que en quantité, et de renforcer la résilience du secteur touristique. Alors, ce programme Vélo-Tourisme, il se décompose en... Pardon Estelle, je reviens. Ouais, je pense, je pense que le micro sera... Okay, ça résonne un peu. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux? Bon, parfait, tant mieux. Donc l'ADEME, dans ce programme, vous accompagne de deux manières. Il vous donne des... On peut vous donner des subventions au niveau de l'investissement, et aussi pour cofinancer des études. Sur le volet 1, ça comprend, donc ça s'adresse plutôt aux offices de tourisme, sites touristiques, haltes fluviales, collectivités territoriales. Et pour les petits nouveaux, parce que en fait, c'est intéressant aussi de vous présenter ce programme-là qui est en cours depuis le début de l'année. Mais voilà, nous allons faire des modifications qui seront effectives mi-mai. Donc là, nous rajoutons comme bénéficiaires les hébergements touristiques classés et les restaurateurs. Voilà, ce volet numéro 1, il soutient ces acteurs en finançant du stationnement vélo dans le but d'être référencé aussi par la marque Accueil Vélo. Pour le volet 2, il s'adresse plutôt aux acteurs publics et qui souhaitent jalonner leurs itinéraires cyclables d'aires de service. Puis le volet 3, donc ça sera plutôt sur la réalisation d'études. Donc ça s'adresse plutôt aux structures chefs de file représentant le comité d'itinéraire, d'itinéraire identifié au schéma national ou régional. Nous allons le voir un peu plus en détail par la suite. Donc pour le volet 1, les bénéficiaires, je ne l'ai pas précisé aussi, vous pouvez, les loueurs de vélos et les réparateurs de vélos sont éligibles également. Et aussi, nous acceptons les demandes des sites et établissements qui sont déjà référencés par la marque Accueil Vélo, notamment pour améliorer leur capacité d'accueil, renforcer les services proposés. Donc les conditions d'accès, c'est quand même d'être situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo, inscrit à un schéma qui soit départemental, régional,
nationale, y compris pour des itinéraires VTT et des boucles locales balisées. Et voilà, il faut que ce soit des établissements, des sites qui aient des critères d'accueil de cyclistes, voilà, un accueil chaleureux qui leur propose un abri vélo, des équipements spécifiques, des conseils au niveau des itinéraires, transfert de bagages par exemple. Voilà, l'idée c'est de proposer une offre de services homogène sur l'ensemble du territoire. Donc, toujours sur le volet 1, en complément, donc, quels sont les équipements éligibles? Vous avez 4 types d'équipements de stationnement. Vous avez les arceaux, les abris vélos, le stationnement vélo sécurisé avec la consigne individuelle ou collective, puis aussi du stationnement avec la possibilité de recharger les vélos à assistance électrique. Vous pouvez être financé aussi pour l'installation de casiers de rangement sécurisés et ce financement sera de 55% du montant hors taxe. Voilà, vous avez les plafonds d'indiquer. Ce qui est intéressant aussi à noter, donc pour les sites de visite, ils doivent être munis d'un accueil physique et être ouverts au minimum 45 jours en juillet et en août. Voilà. Et puis pour les établissements recevant du public, le bâti doit avoir été construit avant 2017. Voilà, merci. Donc pour le volet 2, qui est sur la création d'aires de service. Donc l'aire de service, elle devra être visible depuis l'itinéraire ou bien située à environ 200 mètres avec une signalétique. Donc, nous attendons une répartition homogène de ces aires de service qui sont à peu près tous les 30 km. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir une aire de service partielle. Donc, qu'est-ce qu'est une aire de service partielle? C'est au minimum d'avoir une table de pique-nique, du stationnement vélo, c'est minimum 5 stationnements de mémoire, point d'eau et des sanitaires. On appellera une aire de service complète lorsqu'il y aura de la végétalisation en plus qui peuvent être finançables. Ce que nous rajoutons en plus, ça va être des équipements qui sont non obligatoires de type borne d'autoréparation, borne de gonflage, consigne à bagages. Voilà, ça va vraiment répondre aux attentes des usagers qui voyagent à vélo et de valoriser aussi votre itinéraire. Pour le volet 3, donc nous avons deux typologies d'itinéraires. Le premier itinéraire, ça sera ceux inscrits au schéma national. Donc, en fonction de si c'est un tronçon d'itinéraire ou à l'échelle de l'itinéraire dans sa globalité, ce ne sera pas la même cible qui fera la demande d'aide. Si c'est un tronçon, ça sera une collectivité territoriale. Si c'est sur l'ensemble de l'itinéraire, ça sera plutôt la structure chef de file d'un comité d'itinéraire ou bien une entité représentant l'ensemble des territoires traversés. Pour ce qui concerne un itinéraire inscrit à un schéma régional, ça sera plutôt la collectivité territoriale. Pour ce qui est finançable, donc ça sera plutôt des études de faisabilité pour accélérer la réalisation des tronçons identifiés au schéma national. Ça va être aussi d'améliorer la mise en sécurité des itinéraires existants. Donc un rapport de préconisation, d'implantation d'infrastructures et de modification de voirie, proposition de jalonnement et aussi des études de gestion des risques avec la recherche d'itinéraires bis. Je pense notamment aux itinéraires qui sont situés au bord du littoral qui sont parfois en danger et qui doivent être reculés du trait de côte. Puis ensuite,
la dernière thématique, ça va être de renforcer l'attractivité des véloroutes existantes en faisant une étude sur des équipements, un audit de certification d'équipements, aussi de travail sur une stratégie de marketing, plan de communication, mais aussi des études d'opportunités, déploiement de nouveaux services. Voilà, on a eu pas mal de demandes sur réfléchir à implanter une maison du vélo, une conciergerie, voilà. Donc, pour ce programme, nous avons une enveloppe budgétaire de près de 6,5 millions d'euros. Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour candidater. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les projets, ils doivent tout de même être réalisés et justifiables pour début septembre 2024, dernier délai pour qu'on ait le temps d'enclencher les financements. Et il n'y a pas de cofinancement possible. Ça veut dire que en complément de notre subvention, ça sera de l'autofinancement. Je vous invite à vous renseigner plus en détail sur ce programme sur le site développer-vélotourisme.adem.fr. Et ensuite, si vous vous sentez prêt à candidater, vous allez sur notre plateforme Agir pour la transition. Et ensuite, moi, je fais le relais de ma collègue Aurélie Guérin qui est en charge de ce programme-là, qui est situé au national. Et vous pouvez lui écrire directement à vélotourisme@adem.fr. Voilà, elle est là pour répondre à toutes vos questions sur ce programme-là. Merci. Merci Estelle, super intéressant là pour le public qui est là aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup de demandes. On va vous envoyer donc tous les liens, ne vous inquiétez pas, avec toutes les coordonnées. Et effectivement, le site est très bien, très clair, donc on y trouve toutes les infos. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Merci. On passe tout de suite du coup à Jean Pinard pour côté CRTL qui va nous parler du voyage en Occitanie. Merci. Bonjour, alors je m'excuse du décor parce que j'ai derrière moi une étagère d'un hôtel Ibis. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper sexy pour parler tourisme et voyage, mais voilà, on est à Mandelieu là pour Simon the Beach et j'avais pas d'autre choix que de le faire depuis ma chambre d'hôtel. Un petit rappel, ouais, peut-être sur l'engagement du CRT sur on va dire la mobilité décarbonée à travers le train. Pourquoi on a fait ce choix, les différentes étapes qui nous ont amenés à réfléchir au sujet, et puis après, donc je vous parlerai plus précisément à la fois de l'Occitanie Rail Tour et du calendrier de développement de ce projet-là, parce que on en est vraiment qu'à la toute première brique qui vient d'être posée avec le lancement de ce produit en tant que tel. Mais voilà, derrière l'Occitanie Rail Tour, il y a plein d'autres briques qui doivent s'agréger les unes à côté des autres pour voilà, faire de l'Occitanie Rail Tour un produit de mobilité, mais un produit touristique avec l'ensemble des partenaires dont, bien sûr, vous serez, j'espère, tous au regard des ambitions qu'on a sur ce projet. Alors, peut-être pour rappeler rapidement la réflexion de la mobilité, dans un premier temps, alors j'ai mis temps 1, temps 2, mais finalement, ça s'est fait exactement en même temps. La région, à travers la volonté de la présidente Carole Delga, a vraiment on va dire, accéléré sur le sujet de la mobilité ferroviaire à travers le dispositif des trains 1 euro. Et puis, je pense, on pourrait rajouter à ça de tous les dispositifs d'abonnement qui existent, et en particulier pour les jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez Plus égale zéro, donc qui permet aux jeunes d'avoir 50% de réduction sur les 10 premiers voyages qu'ils font, et puis ensuite de voyager complètement gratuitement sur l'ensemble du réseau. Donc, en même temps que la région lançait une offensive plutôt positive sur la mobilité ferroviaire, le CRT s'est attaché à travailler la connexion entre l'information sur le voyage, c'est pas seulement sur le transport, et puis de l'information touristique. Donc, vous avez à l'écran le petit graphe ou la petite illustration plutôt qui présente ce que nous avons fait. Nous avons donc une base de données qu'on appelle le hub d'information touristique qui est connectée à plein d'informations. Ça va de la météo aux avis qui sont donnés par les clients.
Et puis, on a rajouté la brique ferroviaire sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Si tu peux juste revenir sur la diapo précédente, non, juste sur la diapo précédente, voilà, pour terminer. Encore, voilà, encore un tout petit peu. Celle d'avant, voilà. Le temps 3, je vous en parle rapidement. On s'est loupé cette année parce que malheureusement, on ne pouvait pas tout faire. Mais le temps 3, c'était un cadeau, si je puis dire, de la région qui nous offrait une journée de train gratuite pour les touristes qui venaient en Occitanie. Et cette journée, on voulait l'insérer dans une carte d'hôte. La carte d'hôte, c'est ce qu'on donne ou ce qu'on peut donner à des touristes quand ils arrivent dans les hébergements touristiques. On voulait vendre cette carte d'hôte parce que c'était pour le directeur des services une manière d'améliorer les capacités d'autofinancement du CRT. Et puis voilà, on a été un peu débordés. On avait deux ou trois opérateurs qui avaient donné leur accord. Bellambra, par exemple, qui était prêt à prendre cette carte et insérer les 10 € qu'on demandait pour donner cette carte et qui donnait une journée de mobilité à toute la famille. On avait les Gîtes de France et puis voilà, on n'a pas eu le temps de concrétiser. Donc c'est un projet qu'on va retravailler pour l'année 2024 avec d'autres idées sur cette notion de carte d'hôte. Et puis le temps 4, bah, c'était l'aboutissement d'un produit qui était l'Occitanie Retour, donc sur laquelle je reviendrai. Voilà, donc si on peut passer ensuite aux diapos suivantes, voilà, plus loin. Donc la concrétisation de la connexion d'une donnée d'information transport, en l'occurrence celle qui donne toutes les informations pour venir en train sur un lieu touristique. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple d'un hôtel à Nîmes. C'est un widget que nous a préparé la SNCF et qui permet de poser ce widget sur tous les objets touristiques qui sont sur le site du CRT. Alors, on a commencé par déposer ce widget sur tous les objets touristiques qui étaient à moins de 20 minutes à pied d'une gare, et puis on va le déployer progressivement avec des horaires de car et donc des distances entre un horaire de car et un lieu touristique. Alors, je fais juste une incise tout de suite. Si on veut travailler le sujet de l'Office de la mobilité, mais plus globalement le sujet de la mobilité et du tourisme, la base et le b.a.-ba, c'est ça. Alors, j'insiste pour le dire parce que si ce widget existe sur la base de données du CRT, vous comprenez que les bases de données du CRT, ce n'est que la compilation des bases de données de l'ensemble des offices du tourisme et des ADT. Donc, si je prends cet exemple de l'hôtel de Jardin Secret à Nîmes, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à l'hôtel de Nîmes et sur le site du Gard, on ait le widget qui soit posé de la même manière. Ça, c'est la base et c'est le b.a.-ba du discours et de la méthode qu'on doit avoir sur le sujet de la mobilité décarbonée. Et puis, dans un second temps, nous, on a besoin d'office de tourisme et c'est une des missions dont on parlera tout à l'heure par rapport aux enjeux de l'office de la mobilité. On a besoin de l'office de tourisme de Nîmes pour que l'hôtel qui est présent ici et dont la description est faite pour la base de données partagée que nous avons tous ensemble, nous, ce qu'on attend, c'est que l'hôtel mette lui aussi son widget en disant et si vous veniez en train, la gare de Nîmes est pré-taguée puisque c'est la gare d'arrivée. Il suffit de mettre son lieu de départ et le jour où on veut partir, et ça donne toutes les informations, et on peut même, si on le veut, acheter le billet derrière. Donc, j'insiste sur ce point. On ne peut pas parler de mobilité touristique, on ne peut pas parler de mobilité décarbonée si au départ, on ne connecte pas l'information touristique à l'information du voyage, qu'il soit en train. Alors après, on pourrait mettre des informations pour venir en avion aussi, hein, mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est du train. Ça peut être du Blablacar, ça peut être du bus, et puis ça peut être voilà, tout ce qui pourrait nous permettre de mieux mettre en avant une mobilité décarbonée. Si on passe à la suivante. Donc voilà, je vais passer vite sur les diapocailles, mais le CRT a fait un effort pour promouvoir le train comme mobilité pour préparer ses vacances et puis pour venir en vacances, pour venir en week-end. On est d'accord que tout n'est pas facile, on est d'accord que la part du marché du train sur les vacances principales est faible parce qu'il y a toute une logistique qui n'est malheureusement pas encore développée et qu'il va falloir développer. Mais voilà, on a fait cet effort de mettre en avant aussi bien des hébergements, aussi bien des activités. Vous verrez ce qui a été prolongé dans le cadre de l'Occitanie avec tout. Un travail important qui a été réalisé de cartographie
de tous les objets touristiques et de leur distance à une gare SNCF. Donc, le même travail va être fait par rapport au réseau LIO de cars, de manière voilà, à ce qu'on soit en capacité de dire que voilà, si vous prenez le train pour aller faire une randonnée, si vous prenez le train pour aller passer un séjour, un week-end dans une chambre d'hôte, vous disposez de toutes les informations, et en particulier celles qui vous donnent la distance entre la gare et le lieu. Ce qui renvoie à la notion de dernier kilomètre, sur lequel là aussi je reviendrai tout à l'heure, qui ne doit pas être une excuse pour ne pas encourager le voyage en train. Le dernier kilomètre, c'est de la logistique, c'est du service, mais ce n'est pas un truc impossible. Et je vous le dis, à moins de 40 minutes d'une gare SNCF, on a environ 80% des objets touristiques de la base de données régionale. Alors, 40 minutes avec une grosse valise ou un gros sac à dos, ça peut faire beaucoup. Mais voilà, en même temps, quand on voyage, on a quelques contraintes. Et 40 minutes, 80% des objets touristiques, vous voyez qu'on a un réseau ferroviaire plutôt dense. Si on y rajoute le réseau lié au car, voilà, on a plutôt une desserte assez favorable. Il y a des territoires où c'est moins facile. Le département du Gers, voilà, il n'y a qu'une ligne de train, ce qui veut dire que dans le cadre de l'Occitanie Recto, il faudra faire des efforts sur les lignes de car qui complètent les lignes de train, parce qu'il n'y en a pas, malheureusement pas partout. Vas-y. Bon, je laisse le billet de train 1 euro, vous le connaissez. Je donne simplement les chiffres, comme donnait la SNCF sur le dernier week-end qui vient de passer, alors qui était certes un week-end de 3 jours. C'est un peu plus de 80 000 billets qui sont émis. Sur les enquêtes qui ont été réalisées par le CRT et la SNCF sur le billet de train 1 euro, environ 40% des titulaires d'un billet de train 1 euro précisent que s'il n'y avait pas eu cette offre, et surtout ce tarif, ils n'auraient pas pris le train et ils ne seraient pas sortis de chez eux. Ça renvoie à une question, c'est de savoir est-ce que le train 1 euro favorise la consommation de loisirs. Voilà, sur l'enquête qui a été réalisée sur l'année 2022, l'estimation, c'est qu'environ 20 millions de consommations d'activités de loisirs, et nous n'avons pris que les personnes, donc les 40% qui déclarent s'il n'y avait pas eu cette offre-là, je ne serais pas sorti de chez moi. Donc ça, c'est vraiment un point important à avoir. L'étape suivante aujourd'hui avec lequel on travaille avec la SNCF, c'est 80 000 billets. Ça veut dire qu'il y a 80 000 gares d'arrivée. On a pris un billet pour aller de Toulouse à Marseillan, par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est où vont les gens. Donc, si je prends l'exemple de quelqu'un qui a pris un billet de Toulouse-Marseillan, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pousser à cette personne toutes les informations sur ce qu'il peut faire pendant le week-end où il va voyager à Marseillan. Ça, c'est vraiment important. C'est des enjeux et c'est des stratégies de gestion de la relation client. Il faut qu'on arrive à connecter progressivement la base de données, alors là, c'est la base de données clientèle de la SNCF, avec des informations touristiques pour accompagner donc une consommation de loisirs autour des billets de train 1 euro. Voilà, je vous ai mis le billet de train 1 euro, puis là je vous ai mis aussi ce qui est fait avec la région et la SNCF sur par exemple la journée du patrimoine avec des trains thématiques qui vous amènent sur un certain nombre de territoires. Donc il y a une volonté régionale très forte autour du train, donc il était normal que le CRT donc accompagne cette volonté. Si on peut passer à la suivante. Alors, l'Occitanie Rail Tour, à vous d'inventer le voyage qui va avec. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub de la Twingo, c'était à vous d'inventer la vie qui va avec. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous. Donc, voilà, nous, on a réfléchi à un produit touristique autour du train qui permettait donc de faire visiter la région en train et puis surtout d'attribuer l'image du train à l'Occitanie. Il y a aujourd'hui un travail de positionnement de plus en plus important de toutes les destinations. Alors, on ne lave pas plus blanc, mais on lave plus vert aujourd'hui. Moi, je fais le débat hier avec mon collègue du CRT PACA pour comparer les stratégies d'une région comme PACA à une région comme l'Occitanie. Voilà, le modèle de la Côte d'Azur, c'est un modèle qui ne vit qu'avec des clientèles lointaines. Le modèle de l'Occitanie, c'est un modèle qui vit surtout avec des clientèles de proximité et qui vise à faire de l'Occitanie une région pilote en termes de mobilité décarbonée en prenant appui sur le train. Alors, très rapidement sur l'Occitanie Recto, si on peut passer aux diapos suivantes.
Au départ, il y a une réflexion de positionnement qui rejoint tout ce qu'on a développé sur l'occitalité. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous le connaissez. C'est les valeurs qui sont déployées autour de l'occitalité, de la convivialité, de l'accueil, de la bienveillance. Ce qui nous distingue, nous, en tant que région du Sud, des autres régions qui seraient peut-être un peu plus bling-bling que les nôtres. En clair, l'occitalité, c'est le bonheur dans le pré. Voilà, c'est une région où on aime faire la fête, on aime bien manger et surtout, on aime se rencontrer. Et puis, de l'autre côté, la notion du voyage, considérant que le temps de transport, qui est ce qu'on appelle le voyage, hein, donc on part de Copenhague et on vient en train jusqu'à Montpellier, c'est pas du temps perdu, c'est l'origine même du tourisme, et qu'il est important de revenir à cette notion de voyage qui crée du lien, qui crée de la découverte, qui fait sortir les gens de chez eux, qui crée des expériences, qui donne du sens. Donc ça nous semblait vraiment important de construire un positionnement qui mixte à la fois les valeurs de l'hospitalité et à la fois les motivations du voyage. Je passe très vite dessus sur alors le futur positionnement, c'était il y a 3 ans que c'était écrit, excusez-moi, je l'ai laissé, mais voilà, c'est ce qui nous permet d'additionner l'hospitalité dans l'état d'esprit des habitants de cette région qu'on vient rencontrer, la diversité d'une offre qui fait de l'Occitanie un vrai pays, hein, finalement, et puis la responsabilité qui doit être celle du voyageur aujourd'hui et qui voilà, nous engage individuellement à faire mieux que, comment dirais-je, à faire mieux individuellement et pas toujours se remettre finalement aux autres pour améliorer une situation qui doit nous faire tomber, si j'ai bien compris, de 10 à 2, hein, c'est l'échelle qui a été fixée en production de gaz à effet de serre de manière individuelle. Vas-y, sur la suite. Donc, le train, c'est aussi un élément de positionnement dans la stratégie marketing du CRT et c'est un élément de positionnement dans le Green New Deal et le pacte vert engagé par la présidente de région en Occitanie et qui, voilà, finalement, construit la contribution du CRT dans ce pacte vert et dans ce Green New Deal. Si on fait un petit rappel pour que ce soit très clair sur la notion de positionnement, on a une volonté de rendre le voyage et de revenir un peu au voyage initiatique au regard de ses valeurs, de ce qu'était le Grand Tour, hein, par exemple, qui permettait aux jeunes bourgeois britanniques de s'émanciper. L'idée que le voyage, au regard des rencontres qu'on fait grandir, et qui renvoie donc à la signature Les voyages qui font grandir, qui est celle du CRT. Le concept qui consiste à fabriquer et à construire une offre touristique autour de voyages qu'on considère comme fabuleux quand ils se réalisent en Occitanie, et puis qui se termine donc par un produit, une structuration d'une offre autour d'un produit qui s'appelle donc l'Occitanie Air Tour et qui permet de voyager de manière illimitée en Occitanie. Donc l'ambition, c'est à la fois de relier, de connecter les territoires. L'ambition, c'est aussi d'amener une nouvelle clientèle touristique sur des lignes qui sont en grande fragilité. Je prends la ligne de l'Aubrac, hein, il y passe 2 trains par jour. C'est pas beaucoup. La ligne du Cévenol, je crois que c'est 3 trains par jour. Il y a des lignes qui réouvrent, celle de Luchon progressivement, celle de la rive droite du Rhône qui a réouvert, celle qui va rouvrir entre Alès et Bessèges. Donc, il y a une volonté politique d'un côté pour rouvrir des lignes, et puis il y a une volonté du CRT d'accompagner cette politique en essayant d'amener plus de voyageurs, considérant, et on est peut-être naïf, mais en tout cas, on aime cette naïveté, que voilà, s'il y a plus de gens sur la ligne de l'Aubrac, eh bien, il y aura peut-être plus d'ambition de la part de l'ensemble des acteurs, à commencer par la SNCF, à vouloir absolument maintenir cette ligne en activité, parce que le parcours est juste fabuleux, et puis parce qu'elle contribue donc à l'irrigation des territoires les plus ruraux. Vas-y. L'étape 2, qui au-delà du positionnement, alors on est toujours dans le marketing, hein, c'est comment on a marketé l'offre ferroviaire. Alors, je vais passer vraiment très vite dessus à travers la carte que vous avez. Alors, juste pour vous dire que cette carte, elle est forcément incomplète si on zoome sur l'ensemble des territoires. Certains d'entre vous, d'ailleurs, nous ont remonté des informations. Il y a un rendez-vous qui est pris avec tous les ADT pour regarder cette carte et regarder là où il y aura
des ajouts à faire. Je prends l'exemple du Gers, où les offices de tourisme, fort logiquement, hein, moi je valide tout à fait cette méthode de travail, se sont concertés avec l'ADT et nous ont dit, voilà, il manque des lignes de car, entre Auch et Agen, par exemple, sur la carte. Comme on n'a pas beaucoup de trains, voilà, comment on peut densifier avec le réseau lié au car pour avoir plus d'offres proposées. Donc voilà, on va faire ce travail avec tous les ADT. Et puis, dans un second temps, on le fera avec les offices du tourisme, alors peut-être département par département, pour regarder voilà, les informations et surtout regarder comment on est capable de vous donner la main pour aller pousser des informations sur l'Occitanie Air Tour et en particulier sur la gare qui vous concerne pour les offices de tourisme qui ont des gares, bien évidemment, parce qu'on considère que voilà, vous serez certainement les mieux placés pour donner de l'information. Donc, quand on dit on a marketé le réseau TER, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première carte que j'ai montrée tout à l'heure, voilà, la carte elle a un peu changé, on lui a mis des couleurs et surtout on a nommé les lignes pour qu'elles aient une résonance touristique. On s'adresse, je le rappelle, à des touristes. Donc nous, on connaît la ligne qui va de Toulouse à Montpellier, ben, autant l'appeler Canal du Midi parce que l'évocation du Canal du Midi est une évocation touristique qui peut être intéressante. Et puis, si on clique sur une ligne, je crois que j'ai pris l'exemple de la ligne de la Côte Vermeille, vas-y. Pour la suivante. Non. Ah ben, il n'y a pas. Bon, c'est peut-être après alors. Vas-y, va plus loin. Après. Voilà. Donc, sur les outils et sur je vais revenir sur la Côte Vermeille. Si tu peux revenir juste avant sur les outils. Non, on revient avant. Voilà. Nous, ce qui nous apportait, c'est vraiment de mettre en œuvre des outils qui nous permettent d'accompagner le voyage. Je fais super court. Vous vous imaginez arriver à Pékin pour aller visiter la muraille de Chine en sortie de l'aéroport en disant voilà, comment je fais pour aller de mon aéroport de Pékin jusqu'à la muraille de Chine. C'est mission impossible si on n'a pas préparé son voyage, c'est mission impossible si on ne sait pas lire la langue, c'est mission impossible si on ne connaît pas le mode de transport qui nous permet d'y aller. Je prends un autre exemple qui est plus près de chez nous mais qui est très évocateur. Quand vous demandez aux opérateurs de la région Centre-Val de Loire de quelle gare parisienne un Américain doit partir pour aller visiter le château de Chambord, il y a une personne sur deux qui se trompe. C'est-à-dire que les acteurs du territoire qui sont concernés sont à 50% en capacité de répondre il faut aller à la gare d'Austerlitz pour ensuite aller à la gare de Blois et ensuite changer à la gare de Blois pour aller jusqu'à la gare de Chambord. Donc imaginez-vous, si les opérateurs touristiques du territoire ne savent pas répondre à la question, imaginez-vous la question que se pose un Américain ou un Japonais qui est à Paris et qui se dit tiens, je ferais bien l'aller-retour pour aller visiter Chambord. Cette notion de service, cette notion d'information, elle est capitale. L'innovation dans le tourisme, ce n'est pas des process, ce ne sont pas que des logiciels, ce ne sont pas que des applications. L'innovation, c'est du service. Et le service, par exemple, voilà, c'est un guide qu'on a fait avec Michelin qui va présenter toutes les lignes et quasiment toutes les gares qui sont sur les lignes qui sont exploitées donc, aujourd'hui par la SNCF sur le réseau TER. Donc ça, c'est un premier pas pour aider à la préparation du voyage. Et puis ensuite, donc, je crois que c'est là où j'ai cliqué. Vas-y. C'est là où non, c'est juste avant, il faut que je présente ça. Non, reste, pardon. Voilà. Ensuite, on est en capacité de présenter des activités en lien avec les lignes. Par exemple, vous allez taper canoë-kayak, où est-ce que je peux faire du canoë-kayak en prenant le train. Vous allez avoir 5-6 lignes qui vont s'ouvrir. Là, il y en a quelques-unes qui se sont ouvertes. Et vous aurez toutes les gares auxquelles il faut descendre. Et quand vous cliquez sur la gare de Souillac, par exemple, parce qu'on peut faire du canoë sur la Dordogne à Souillac, et ben, vous aurez les noms de tous les prestataires qui louent des canoë-kayak et qui vous permettront de prendre le train depuis Toulouse-Matabio, de descendre à la gare de Souillac, d'aller faire votre descente de la Dordogne avec un kayak ou un paddle, de revenir à la gare de Souillac, parce que ça, c'est compris dans la prestation du loueur, et puis de reprendre le train pour revenir à Toulouse. Mais voilà, vous imaginez bien que ces informations-là, il faut les préparer, puis il faut les pousser auprès des bonnes clientèles. Et j'espère que demain, avec le train en euro, on sera capable de pousser cette information pour tous les habitants de Toulouse qui auraient pris un billet Toulouse-Souillac pour leur dire écoutez, il va faire beau ce week-end, c'est le moment de découvrir la Dordogne, c'est tout plat, c'est facile, il suffit de savoir nager pour descendre la rivière. Donc là, j'ai dû zoomer sur la ligne de la Côte Vermeille. Voilà, j'y arrive.
Donc, toutes les lignes de train sont présentées de la manière suivante. On a mis les gares, alors je ne vais pas dire toutes les gares, parce qu'il y a quelques gares de la banlieue de Toulouse qu'on n'a pas notifiées, mais on en a rajouté beaucoup, là encore à la demande des offices de tourisme et des ADT. Donc, toutes les lignes sont présentées un peu comme une ligne de métro. Et puis, si vous cliquez sur une des gares, alors il y a toute la présentation de la ligne et de tout ce que vous allez voir et depuis le train et tout ce que vous pouvez faire en prenant cette ligne. Et là, si vous cliquez, voilà, on a cliqué sur Collioure, et si vous cliquez sur hébergement à Collioure, j'ai mis le curseur, je ne sais pas si vous voyez en haut, là, j'ai mis le curseur à moins de 10 minutes à pied depuis la gare. J'ai 43 hébergements qui sont proposés. Les hébergements peuvent être réservés alors, avec un système de réservation qui est celui de l'hôtelier, hein, ce n'est pas le système de réservation du CRT. L'étape suivante, ça sera de mettre les activités avec des systèmes de réservation, là encore pour permettre aux voyageurs ou à l'habitant de préparer son voyage. Donc, c'est assez simple. Et puis, à la fin, vas-y, je ne sais pas si c'est plus loin ou avant. Non, alors remonte juste une diapo avant. Voilà. Ouais, là, vous avez donc toutes les informations qui vont concerner Collioure. Et vous voyez que tout en bas, il y a un lien pour aller sur l'office de tourisme de Collioure. Donc, voilà, toutes les gares sont connectées aux offices de tourisme. Et ensuite, on bascule chez vous. Donc voilà, l'internaute, il peut choisir de regarder s'il y a des hébergements à partir de la base de données régionale. Et puis, s'il veut aller directement sur le site d'office de tourisme parce qu'il considère qu'il aura plus d'informations et il aura certainement raison, eh ben, ça basculera chez vous et c'est votre site ensuite qui prend le relais. Donc, ça renvoie à la nécessité d'avoir des sites d'office de tourisme qui soient calibrés pour donner des informations, alors en particulier en langue étrangère. Je vous dis ça parce que moi, je suis tombé sur le lien office de tourisme de la Tour de Carole, qui malheureusement n'a pas d'office de tourisme et qui est une page, on va dire, municipale, qui vous donne les horaires de la bibliothèque. Bon, voilà, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un lien quand on bascule donc sur un site d'office. Voilà. Sur la suite. Peut-être, Jean, juste, donc on incite ici tous les offices à relayer cet Occitanie Rail Tour. Alors, on va préparer un widget. Vous savez peut-être pas, mais je ne sais plus si l'invitation est déjà partie. L'Assemblée générale du CRT aura lieu le 23 juin à Carcassonne et à l'après-midi. Et le 23 juin matin, on invite tous les offices. Donc, pour présenter l'Occitanie Rail Tour de manière plus détaillée, on présentera les radioscopies des offices du tourisme. J'encourage ceux qui n'ont pas encore répondu à le faire. Et puis surtout, on vous présentera le widget Occitanie Rail Tour, un peu comme le widget de la SNCF, que voilà, on souhaite que vous mettiez sur vos homepages et qui permettent de renvoyer sur la carte de l'Occitanie Rail Tour et puis surtout de renvoyer sur le lien qui permet donc d'acheter son billet donc à 10 € par jour. Je suis passé très vite dessus, mais donc vous avez compris que l'Occitanie Rail Tour, c'est avant tout un produit avec un prix. C'est 10 € par jour, c'est pour toutes les clientèles, il n'y a aucune limite d'âge. C'est tous les jours de l'année et c'est sur l'ensemble des lignes réseau TER, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un Intercité et un TGV avec son Occitanie, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités pour voyager en Occitanie. Donc, le dernier point que je voulais présenter très rapidement pour laisser quand même le temps aux questions, c'est sur les enjeux de la mobilité décarbonée. Voilà. Alors, quand je présente comme ça des exemples, je vais toujours les chercher en dehors de l'Occitanie pour ne vexer personne. Mais sachez que j'aurais pu prendre beaucoup pour ne pas dire la totalité des offices de tourisme d'Occitanie sur le sujet. Alors, j'ai pris des exemples chez moi en Auvergne. Je vous ai pris l'exemple de Saint-Flour. Vous avez toujours une rubrique, c'est info pratique, et dans la rubrique info pratique, comment venir chez nous. Attends, si tu peux rester juste sur Saint-Flour. Saint-Flour, c'est sur la ligne entre Clermont et Béziers. Il y a plus que 2 trains par jour, hein, un dans un sens, un dans l'autre. Hein. Si l'office de tourisme, dans l'info pratique, ne met que les autoroutes, ça ne marche pas. Et là-dessus, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que si on veut maintenir des lignes de chemin de fer, si on veut promouvoir la mobilité, il faut que tout le monde fasse un effort. Moi, ce qui m'agace dans cet exemple-là, c'est de voir que l'office de Saint-Flour, qui se plaint, en tout cas son maire, se plaint de ne pas avoir suffisamment de trains, si on n'est pas capable de dessiner la ligne de train et de dire qu'il y a une gare avec un arrêt, ça ne marche pas. Sur le suivant, c'est mon office de tourisme parce que j'habite encore autour d'Issoire. Vas-y, c'est voilà. La cartographie qui est faite par l'office de tourisme d'Issoire,
elle donne des temps de parcours pour venir en voiture depuis l'ensemble des villes qui sont proposées ici. Elle ne propose aucune information directement sur le train, avec des horaires qui pourraient dire, voilà, si vous venez de Tours, ce n'est pas si compliqué que ça de venir jusqu'à Issoire. Il y a quasiment des trains directs. Il y a juste une rupture de charge à Clermont-Ferrand. Et le pire, c'est, alors moi j'ai découvert ça en préparant ce PowerPoint, le pire c'est que la SNCF a créé une espèce de communauté qui s'appelle Bout de train. C'est des gens qui peuvent présenter par exemple des randonnées qui vous disent voilà, tiens, il y a une super randonnée à faire si vous descendez à telle gare pour le faire. Et à Issoire, il y a au moins 3-4 propositions qui ont été faites par sa communauté qui ne sont pas relayées par l'Office du tourisme. Je vous dis ça avant de parler de l'AMI parce que ça, c'est la base. Si on a toujours comme obsession de dire combien de temps on met pour venir en voiture en zappant le train, ça ne marche pas. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'en premier, on donne, alors quand on a une gare, bien évidemment, hein, mais en premier, on donne l'information pour venir en train. Ensuite, on dira comment venir en bagnole, et en général, les gens ne sont pas cons, ils ont Waze, et ils savent grosso modo quelle route il faut prendre et combien de temps il faut pour venir jusqu'à notre destination. Par contre, mettre le widget en donnant les horaires de train et en précisant qu'il y a une gare et qu'il y a 3 trains par jour, mais qu'on peut venir facilement en utilisant ces 3 trains, voilà. Je n'ai pas pris des exemples en Occitanie, mais je prends souvent l'exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Antoinette dans les Cévennes. Elle arrive en train, Antoinette. Elle arrive en train depuis Paris. Elle descend dans une gare, puis ensuite elle va faire avec son âne le chemin de Stevenson. Voilà, il y a 3 trains par jour qui desservent la ligne, c'est la ligne des Cévennes. Si les offices de tourisme de la ligne des Cévennes ne mettent pas en avant ces trains, ça ne marche pas. Voilà. C'est vraiment important parce que sinon, si on n'a pas cette brique d'information autour du train, le reste, ça ne marchera pas. Alors maintenant, pour en terminer sur l'AMI, hyper rapidement, je vais le faire en 5 minutes parce que sinon on n'a pas le temps. Qui est concerné par l'appel à manifestation d'intérêt, donc qui est lancé par la région, par l'ADEME, par Atout France et donc par le CRT, et qui vise à donner une compétence autour des enjeux de mobilité, donc principalement d'information. Hein, on est bien d'accord qu'on ne va pas demander aux offices de tourisme de prendre une compétence mobilité pour mettre des cars qui iraient desservir des sites touristiques. Ça, c'est la compétence de la collectivité, ce n'est pas la compétence de l'office de tourisme. Ce sont donc des offices de tourisme, ça pourrait être pourquoi pas des parcs, mais en tout cas, c'est des offices de tourisme avec leur collectivité de tutelle qui ont envie de s'engager sur ces enjeux de mobilité et ont envie donc de développer des services qui vont donc permettre aux offices du tourisme de mieux informer les touristes sur tout ce qui permet de se déplacer et de venir sur des mobilités douces et décarbonées. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette AMI, là, si on descend très rapidement? Attends, là, tu es passé un peu vite. La mobilité, elle est omniprésente dans l'expérience touristique. Donc, pour nous, il nous semble normal que les offices de tourisme soient des partenaires à part entière pour informer le touriste dans la préparation, donc dans la planification, dans la réservation de son voyage, et puis, une fois qu'il est arrivé, sur l'ensemble de ses déplacements sur le site, parce qu'il y a des solutions qui sont proposées, parce qu'il y a des bus urbains, parce qu'il y a des cars interurbains, parce qu'il y a des cars LIO, et puis parce qu'il y a aussi des privés hein, qui ont des propositions, et des fois même, il y a même des taxis ou des VTC. Après tout, ce n'est pas forcément une honte de prendre le taxi, même si ça coûte un peu cher, mais si on est à plusieurs, voilà, ça peut être une solution. Donc, le premier point, c'est de vous engager sur l'expérience autour de la mobilité. Le deuxième, vas-y, c'est que se déplacer sur un territoire inconnu reste quelque chose qui est complexe, parce que des fois, ce n'est pas la bonne langue, parce qu'on ne connaît pas le territoire, et puis parce que voilà, les informations entre le transport et l'information touristique ne sont pas connectées, donc c'est toujours assez difficile d'aller les chercher. Donc, l'enjeu pour nous, c'est ça, c'est de vous accompagner sur ces 2 premiers points, la préparation et puis l'accompagnement une fois qu'on est arrivé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce travail et quels sont les enjeux donc, autour de cette AMI? Il y a vous former à tout ce qui est lié à la sensibilisation, il y a tout ce qui est lié au décloisonnement de l'information qui relie le voyage au séjour, et puis il y a tout ce qui va permettre de designer l'information
que ce soit à l'intérieur de l'office de tourisme, que ce soit à l'extérieur de l'office de tourisme, que ce soit depuis la gare, quand il y a encore des guichets. Voilà, c'est tout ça qui, pendant, je crois, à peu près 18 mois, hein, si je ne me trompe pas, va faire l'objet d'un accompagnement de la part du CRT de l'ensemble de ses partenaires sur la quinzaine d'offices de tourisme que nous aurons sélectionnés au terme de cette AMI qui a été lancée hier, comme ça a été rappelé. Vas-y, très rapidement. Je terminais juste par ces cartes. J'emprunte beaucoup aux Suisses. Alors, j'avais rajouté 3 diapos, mais j'ai oublié de te les envoyer, qui était un exemple de ce qu'avait fait Bilbao, mais je vais juste le préciser. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend d'un office de tourisme demain? C'est de présenter une randonnée avec une carte IGN, avec des informations sur la distance, sur la difficulté, sur le dénivelé, sur le temps qu'il faut mettre, la connexion à l'information. Voilà. Demain, si je descends à la gare de Marvejols, ce qu'on attend, nous, d'un office de la mobilité, c'est ce type d'information en disant, voilà, tiens, aujourd'hui il fait beau, vous pouvez partir de Nîmes ou même de Clermont-Ferrand en train. Et si vous descendez à Marvejols, voilà, il y a une super randonnée à faire et on vous donne voilà, toutes les informations liées à cette randonnée. L'exemple que j'avais pris de Bilbao, dans l'office de tourisme de Bilbao, il n'y a plus de brochure, il n'y a plus que des QR codes. Et Bilbao a présenté une dizaine de parcours ou en train ou en car pour aller visiter les alentours de Bilbao et aller jusqu'à la côte, parce qu'on n'est pas tout à fait juste à côté de la côte. C'est plutôt bien foutu. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, même avant, puisque sur la carte touristique, on aura beaucoup de QR codes pour envoyer sur les grandes itinérances du type grande traversée du Massif central, la traversée des Pyrénées avec le GR10, ou faire un linéaire sur le canal du Midi. Donc voilà, il y a, pour terminer, un besoin de service, un besoin d'information. Moi, j'ai ce discours omniprésent avec les équipes au sein du CRT. Nos organismes de gestion de destination doivent apprendre à passer de l'ère de la communication à l'ère de l'information. Ce dont on a besoin, c'est d'horaires de train, c'est d'informations pratiques sur le fait qu'on peut descendre du Gard et louer un bateau et puis reprendre le train à la gare suivante ou prendre un âne à Marvejols et faire 3 jours avec un âne sur le chemin de Stevenson et reprendre le train. Voilà, c'est des choses aussi pratiques que ça. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire dans l'Occitanie Rail Tour. Les briques suivantes, par contre, seront, j'espère, plus innovantes dans notre capacité à produire des séjours et puis surtout à relier ces séjours à des informations de voyage et des informations de transport. Ok, merci beaucoup Jean. On a, puisque le temps, on est à 10h19, on a 3 questions principales qui, ouais, je pense que c'est toi plutôt Jean qui pourra répondre. La première question de Valérie du Cœur d'Hérault qui nous parle de la formule ski rail qu'on connaît bien. Elle demande en fait si cette mesure sera étendue au départ d'autres villes, par exemple comme Montpellier, etc. Alors je ne sais pas si tu as la réponse, parce que là, ce n'est pas forcément notre compétence. Rapidement, Ski Rail, c'est une formule de la SNCF qui permet d'acheter un billet de train avec son forfait de ski. Alors, il faut des lignes qui ont une desserte de station de ski. Donc, la ligne qui fait référence au Ski Rail, c'est effectivement celle qui relie Toulouse à Ax-les-Thermes. Je suis même pas sûr que ça marche jusqu'à Font-Romeu avec la ligne qui monte jusqu'à la Tour de Carol. Si on devait le faire au départ de Montpellier, je suis bien incapable de vous dire comment ça pourrait marcher, parce que à part changer à Perpignan, ensuite changer à Villefranche et ensuite prendre le train jaune, je pense que voilà, s'il y a 3 heures de train pour aller sur une journée pratiquer le ski, ça va être très difficile. Donc c'est pour ça que la SNCF ne l'a réservé que sur la ligne d'Ax-les-Thermes. Il y avait eu des demandes de gens du Massif central pour savoir si c'était possible de le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune gare pour du ski nordique qui est directement reliée à un domaine nordique dans le Massif central. Donc voilà, c'est très compliqué. Pour ces questions, j'ai bien peur que ça ne marche pas. Très bien. On a une question de Michael Chabanol du Grand Narbonne qui nous demande comment on peut avoir les statistiques ferroviaires en fait, des gares des territoires là, concernés. Alors ça, on l'a demandé à la SNCF. Train en euros et fréquentation générale de la gare.
on a demandé à la SNCF les parcours. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a 10 000 possibilités de parcours train 1 euro. Hein. Il y a au départ des métropoles, il y a entre villes. Bon. Donc, on a demandé à la SNCF de pouvoir disposer d'informations. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la ligne, le billet de train 1 euro le plus demandé, c'est Toulouse-Collioure et Montpellier-Collioure. Ce qui pose quelques problèmes parce que les trains d'ailleurs sont bondés. Donc c'est pour ça que les billets de train sont contingentés. Et puis, ce qui serait bien, c'est que tout le monde n'aille pas uniquement à Collioure, d'où la nécessité d'informer sur d'autres lignes et d'autres possibilités de pratiques touristiques. Mais ça, donc oui, on statistiques l'a demandé les SAT, on les a demandé à la SNCF. Hein. D'accord. Et Michael nous précise que les données de fréquentation en gare sont disponibles sur SNCF Data. Donc, bonne info aussi. À savoir, on a une autre question de la part de Mélanie, toujours dans l'Hérault, à savoir si il y aura, alors on ne saura pas forcément répondre, des réouvertures d'anciennes gares en zone rurale et qui contacter à la région pour poser ces questions. Il y a 2 projets de réouverture de lignes qui ont été annoncés par la présidente de région. C'est Montrégion-Luchon, donc c'est pas tout à fait dans l'Hérault, mais c'est bien de voir revenir le train jusqu'à Luchon avec peut-être une perspective de train de nuit depuis Paris jusqu'à Luchon, comme ça existait avant. Et puis la deuxième ligne, mais je crois que c'est un peu plus tard, c'est Alès-Bessèges, donc c'est dans le Gard. Voilà. Après, des ouvertures, les gares aujourd'hui, il y en aura, à ma connaissance, il n'y en aura pas plus. Je sais qu'il y avait eu des demandes de la part de gens qui font du kite, d'un arrêt, alors je ne sais plus où c'est, je pense que c'est entre Sète et Marseillan, ou avant Sète, je ne sais plus, d'un arrêt, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de gare, il faut à minima un quai pour descendre du train. Donc là, par contre, je n'ai pas d'informations. Mais les 2 lignes seront ouvertes, c'est Montrégeon-Luchon, donc dans les Hautes-Pyrénées, et puis Alès-Bessèges dans le Gard. D'accord, on note et puis on reste en alerte aussi. Voilà, on a un remerciement de la part de Teddy Mignan du PNR des Pyrénées catalanes aussi pour le travail qu'on doit continuer à faire pour accueillir les vélos dans les bus et dans les trains pour résoudre cette question des derniers kilomètres. Erwan, à l'instant, qui nous dit pour le développement du vélotourisme, il fait référence à l'existence d'un schéma régional pour présenter des projets. Y en a-t-il un en Occitanie? Ah oui, il y a un schéma vélo porté par la région et le CRT. Hein. Alors, peut-être juste sur le vélo et le train, le choix que nous faisons, nous, sur l'icône vélo, je vous ai parlé tout à l'heure du kayak, le choix qui sera fait sur l'icône vélo, c'est de choisir les gares dans lesquelles il y a des loueurs de vélos. Toujours, j'étais invité par l'ADT du Tarn, qui fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, y compris d'ailleurs sur des locations de voitures en autopartage avec le groupe Cities. Voilà, donc c'est toutes ces informations qu'on va pouvoir partager. Donc là, pour le vélo, on va prendre le choix de mettre en avant toutes les gares qui ont des locations de vélo dans leur commune, à côté ou pas. Ce qui me fait dire aussi que une des missions qu'on attend des offices de tourisme, qui sont sélectionnés, mais pas que d'ailleurs, parce que c'est le travail de tout le monde, dans la gestion du dernier kilomètre, c'est d'aller voir auprès des opérateurs s'ils sont favorables à aller chercher leurs clients dans la gare. Je m'explique. On a fait on a fait le test sur la gare de Tarascon-sur-Ariège, qui a 2 loueurs de canoës, mais qui ne sont pas tout à fait à côté de la gare, et c'est un peu dangereux de marcher le long de la route pour les rejoindre. Sur réservation, les opérateurs sont prêts à aller chercher leurs clients dans les gares. Donc ça, c'est aussi un point qui va être, qui va être important. On travaille avec le groupe Accor, qui veut être partenaire de l'Occitanie Rec Tour avec ses hôtels Ibis, et qui encourage les gestionnaires des hôtels à proposer un service pour aller chercher les clients à la gare sur simple réservation et avec un système gratuit. On réfléchit aussi à ce que des opérateurs s'engagent à aller chercher leurs clients sur un horaire, c'est-à-dire que, je ne sais pas, un train qui arrive dans une gare le samedi matin à 9h46, voilà, sur ce train-là, il y aurait systématiquement un système de navette. On discutait hier dans le cadre avec Antidote, qui est un partenaire avec lequel on va sans doute travailler
qui a développé toute une réflexion très, très intéressante sur le MAS hein, et sur donc, toutes les interconnexions de transport. On discutait, on prenait l'exemple de la ville de Sète, qui pourrait très bien, avec son système de transport urbain, proposer, peut-être pas tout le temps, mais certains week-ends, dire voilà, si vous arrivez entre 20h et 22h le vendredi soir, eh bien, on a un bus qui fait le tour de tous les hôtels de Sète et qui sera capable de vous proposer ce service-là et de vous déposer gratuitement quand vous arrivez et vous reprendre quand vous repartez, comme ça se passe d'ailleurs dans les grandes stations du littoral de la Méditerranée, en particulier du Maghreb, hein, ou quand on arrive en Tunisie, ou quand on arrive en Turquie, voilà, en général, l'opérateur d'hébergement a affrété un bus pour venir vous chercher. Donc voilà, il y a toute cette réflexion de service qui doit se développer. Par définition, le service, c'est sans limite. Et moi, j'insiste pour dire que le tourisme et le transport, c'est la même problématique, c'est l'offre qui crée la demande, et pas l'inverse. Donc voilà, si... on doit conclure, Jean, je suis désolée. On doit conclure. Peut-être une dernière question de la part de Carole dans les PO qui nous parle de cette problématique hein, soit de fermeture aussi de lignes, soit de trains qui ne passent plus que dans les grandes gares, qui nous dit à Bagnols-sur-Mer, en fait, le CERTEL a-t-il moyen de mettre un peu la pression auprès de la SNCF car les trains ne s'arrêtent plus qu'à Perpignan malgré un communiqué de presse qui a été rédigé par l'ensemble des maires de la Côte-Vermeille, mais voilà, en tout cas, les trains sont supprimés, donc on ne peut que constater. Et puis Marie-Claire, à l'instant, la métropole de Perpignan-Méditerranée a mis en place avec Keolis Keo le transport sur réservation depuis l'aéroport et la gare de Perpignan à 1,30 €. Ça existe aussi dans d'autres communes, dans d'autres intercos. C'est vrai que ce sont de très bonnes solutions. Il est 10h28, je suis désolée, il va falloir qu'on conclue. Je vous ai mis également d'autres initiatives. Je sais qu'il y a Dorian qui est là, de l'Aude, avec notamment les escapades nature sans voiture du réseau des grands sites de France, travailler avec les ADT, les offices de tourisme et les prestataires. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça donne aussi plein d'idées pour trouver des solutions en milieu rural sur des sites fréquentés. Donc on salue cette initiative. Et voilà, on va devoir conclure. On remercie vraiment tous nos intervenants pour la qualité de cet atelier. Et puis, donc, comme d'habitude, on vous envoie le compte-rendu, le replay et le support de présentation, mais que vous retrouverez également en ligne sur le site du CRT. Et puis, évidemment, vous allez recevoir aussi le lien pour les informations pour cette AMI dont on a parlé, AMI d'Office de tourisme et de la mobilité, que vous retrouverez sur la plateforme Innover pour la transition écologique de l'ADEME. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Sophie, je le redis, rendez-vous le 23 juin matin à Carcassonne. Il y a l'AG l'après-midi, donc vous ne viendrez pas pour rien. Et on a essayé de coupler le déplacement. On a d'ailleurs pris un lieu qui est l'auberge de jeunesse de Carcassonne, qui est à 100 mètres de la gare. Hein, donc, nous enverrons les informations et on va faire cet effort de mettre les horaires de train pour tous les départements, pour dire voilà, comment on peut venir en train jusqu'à Carcassonne. Alors peut-être depuis Mende, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas pour ceux qui sont sur la ligne entre Montpellier et Toulouse, ça ne devrait pas être très compliqué à faire. Donc on a choisi un lieu qui permet de venir en train et on aura vraiment un temps de partage et un temps vraiment important sur comment collaborer sur l'Occitanie Air Tour, puis surtout on vous présentera les étapes suivantes de l'Occitanie Air Tour, parce que je l'ai dit, voilà, nous n'avons posé que la première pierre. Très bien, merci beaucoup Jean. On vous rappelle le prochain atelier donc, qui passe le 13 juillet sur la qualité de vie au travail. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.